fortifie l'Ushima. Après Washington, Blackwater piégera-t-il la RDC? Africa Flashes vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des débats les plus explosifs pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Faut-il confier la sécurité nationale à des mercenaires étrangers comme l'ex-Blackwater d'Eric Prince ou investir dans une réforme profonde des FARDC? Derrière ce choix, apparemment pragmatique, se cachent des enjeux colossaux. Souveraineté nationale, indépendance économique, dignité militaire et contrôle des immenses richesses minières convoitées par le monde entier. Ensemble, analysons les risques, les précédents historiques et les pièges géopolitiques qui menacent de transformer la RDC en simple protectorat minier au service des grandes puissances. Africa Flashes, chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Analyse politique. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur d'une controverse qui touche à la fois la sécurité, la géopolitique et l'économie. La possible arrivée de mercenaires étrangers, notamment ceux liés à l'ex-Blackwater d'Eric Prince en République démocratique du Congo. Le sujet est brûlant, car il renvoie à une interrogation essentielle. Le Congo peut-il encore croire à sa souveraineté si la défense de son territoire et de ses richesses stratégiques est confiée à des acteurs extérieurs mus par d'autres agendas? Depuis 3 décennies, l'Est de la RDC est un champ de bataille. Le M23, instrument du Rwanda et de ses parrains étrangers, n'est que la dernière réincarnation d'un cycle infernal de rébellions armées, alimentées par le pillage systématique des ressources congolaises. Derrière la façade militaire se cache une économie de guerre. Le coltan, le cobalt, l'or, le tungstène sortent illégalement du pays, traversent les frontières et alimentent des industries mondiales qui se nourrissent du sang des Congolais. Pendant ce temps, les populations locales subissent massacres, déplacements et pauvreté endémique. Dans ce contexte, le gouvernement de Kinshasa cherche des solutions rapides pour rétablir l'ordre. Mais les FARDC, bien que courageuses, souffrent de graves faiblesses. Corruption, logistique défaillante, commandement parfois infiltré et manque criant d'équipements modernes. C'est ce vide sécuritaire qui pousse certains décideurs à envisager le recours à des sociétés militaires privées. Sur le papier, l'idée semble séduisante. Des combattants expérimentés, bien équipés, capables d'intervenir rapidement et d'imposer une discipline que l'armée nationale peine parfois à maintenir. Mais la réalité est beaucoup plus sombre. Le monde des mercenaires a profondément évolué. Dans les années 1960, au lendemain des indépendances africaines, les chiens de guerre étaient des aventuriers recrutés pour mener des coups de force ponctuels. Aujourd'hui, les sociétés militaires privées sont devenues des multinationales de la guerre, avec des structures opaques, des ramifications financières internationales et surtout des liens organiques avec les services de renseignement des grandes puissances. Blackwater en est l'exemple emblématique. Fondée par Eric Prince, elle a été au cœur des guerres américaines, en Irak et en Afghanistan. Son rôle n'a pas seulement été d'assurer la sécurité des convois ou des ambassades, elle a servi de bras armé secret pour des opérations que l'armée américaine ne pouvait assumer officiellement. Le danger pour la RDC est évident. Si demain Kinshasa signe un contrat avec une société comme celle d'Eric Prince, les priorités de ces mercenaires ne seront jamais de protéger les populations congolaises ni d'assurer la souveraineté territoriale. Leur mission principale sera de sécuriser les sites miniers stratégiques pour le compte des multinationales américaines.
Dans la logique des grandes puissances, les villages de Masisi ou les populations déplacées de Rutshuru ne sont pas des priorités. Ce qui compte, ce sont les cargaisons de cobalt destinées à l'industrie des batteries électriques, le coltan indispensable aux smartphones et aux satellites, ou encore l'or qui alimente les circuits financiers mondiaux. Certains diront « Et alors ? Si ces mercenaires permettent de stabiliser les zones minières, n'est-ce pas déjà un progrès ?» Mais c'est oublier que cette stabilisation ne profitera pas au peuple congolais. Elle servira à verrouiller les circuits d'exploitation au profit de compagnies étrangères, tout en marginalisant encore davantage l'État congolais. De plus, l'expérience prouve que ces mercenaires n'obéissent pas aux pays hôtes. Ils exécutent les ordres de leurs bailleurs réels, agences de renseignement, multinationales, gouvernements étrangers. Kinshasa n'aura aucun contrôle réel sur leurs opérations. Les exemples abondent. En Irak, les hommes de Blackwater ont tué des civils à Bagdad, provoquant un scandale international, sans jamais être réellement sanctionnés. En Afghanistan, ils ont protégé les intérêts américains, mais pas les populations locales. En Afrique, d'autres sociétés privées, comme Executive Outcomes dans les années 1990, ont été sollicitées par la Sierra Leone ou l'Angola. Elles ont obtenu des victoires rapides, certes, mais au prix d'une dépendance totale des gouvernements, qui ont dû payer avec des concessions minières. Ce modèle de dépendance est un piège. Il affaiblit l'État, le prive de sa légitimité et transforme l'armée nationale en simple figurante. Imaginez l'impact psychologique sur les FARDC. Un soldat congolais, payé à peine 150 $ par mois, mal équipé et souvent en retard de solde, verra à ses côtés un mercenaire étranger percevoir plus de 10 000 $ avec du matériel moderne et une logistique impeccable. Quelle sera sa réaction? Démotivation, ressentiment, sentiment d'injustice. Certains pourraient même envisager de trahir ou de rejoindre des groupes armés qui leur offrent une autre forme de reconnaissance. Cette fracture interne serait catastrophique. Il est donc vital de poser la question centrale. Pourquoi investir des millions dans des mercenaires alors que ces fonds pourraient servir à réformer en profondeur l'armée nationale? Les États généraux de la défense nationale, maintes fois évoqués, doivent enfin voir le jour. Il faut repenser la doctrine militaire, assainir la hiérarchie, mettre fin à la corruption dans la chaîne logistique, moderniser les équipements, former les troupes et surtout revaloriser le statut du soldat congolais. Un militaire respecté, bien payé et bien formé combattra avec dignité et détermination pour sa patrie. L'histoire du Congo nous rappelle les dangers du recours aux mercenaires. Dès 1960, lors de la sécession katangaise, Moïse Tshombe avait fait appel à des mercenaires européens pour maintenir son pouvoir. Résultat, une crise internationale, l'assassinat de Patrice Lumumba et une indépendance compromise dès ses premiers jours. Sous Mobutu, des mercenaires furent également sollicités à certaines périodes, avec toujours la même conséquence, un affaiblissement de l'État et un accroissement de la dépendance vis-à-vis de l'étranger. Comparons avec d'autres pays africains. En Sierra Leone, dans les années 1990, l'entreprise Executive Outcomes a aidé à vaincre les rebelles du RUF. Mais le prix fut exorbitant. D'immenses concessions minières furent cédées et l'État perdit le contrôle de ressources stratégiques. En Libye, après la chute de Kadhafi, des mercenaires étrangers affluèrent, alimentant le chaos au lieu de stabiliser le pays. En Centrafrique, la présence des mercenaires de Wagner illustre un autre versant. Ils protègent le pouvoir en place, mais contrôlent directement les mines de diamants et d'or, réduisant l'État centrafricain à un rôle secondaire. La RDC risque donc de répéter ces scénarios si elle ne prend pas garde. Le contexte actuel rend cette menace
encore plus palpable. Sous Donald Trump, la politique américaine vis-à-vis de la région est claire. Pas de confrontation ouverte avec Kigali, pas d'éradication du M23, mais une stratégie de partage des ressources. Washington préfère dialoguer avec les rebelles plutôt que de soutenir fermement Kinshasa. Les mercenaires s'inscrivent parfaitement dans ce schéma. Ils sécurisent les intérêts miniers sans perturber l'équilibre régional qui profite aux alliés des États-Unis. Face à ce tableau, la question qui se pose à la RDC est simple mais décisive. Veut-elle redevenir un acteur souverain de son destin ou accepte-t-elle de se transformer en simple gisement minier sous protection étrangère? Le choix ne peut pas être dicté par la facilité ni par l'urgence du moment. Il doit être stratégique, patriotique et visionnaire. Investir dans les FARDC est certes plus long, plus complexe, mais c'est le seul choix qui garantisse une véritable indépendance. Réformer l'armée, c'est aussi créer des emplois pour la jeunesse, renforcer la cohésion nationale et envoyer un message fort aux voisins et aux partenaires internationaux. Le Congo est debout, maître de son territoire et de ses ressources. C'est un investissement dans l'avenir, bien plus durable que des contrats ponctuels avec des mercenaires qui repartiront une fois leur mission achevée, laissant derrière eux un pays encore plus affaibli. La souveraineté ne se négocie pas. Elle se conquiert, elle se défend, elle se construit chaque jour. Les Congolais doivent comprendre que les mercenaires ne sont pas une solution, mais un leurre, une illusion de sécurité qui cache une dépendance encore plus profonde. Ce n'est pas seulement une question militaire, mais une question de dignité nationale. Chers auditeurs d'Africa Flashes, le débat est lancé. À Kinshasa, certains continueront de plaider pour la rapidité et l'efficacité des sociétés militaires privées. D'autres, plus lucides, rappelleront que l'histoire du Congo et de l'Afrique nous enseigne toujours la même leçon. La liberté ne s'achète pas, elle se défend avec le sang et la volonté de ses propres fils et filles. La RDC a un choix à faire. Espérons qu'elle choisira la voie de la souveraineté coûte que coûte. J'ai dit au sommaire, l'Union pour la démocratie et le progrès social a choisi de tourner la page des divisions internes après plus d'une année de tension. Augustin Kabouya, secrétaire général, et son adjoint Deogracias Bizibou ont signé un acte de réconciliation au siège du parti. Témoin de l'événement, Alain Bikaï. Après plusieurs jours de tractations entre le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, et son adjoint, Deo Bizibou, sous la facilitation du comité d'accompagnement, le climat d'apaisement semble définitivement rétabli au sein du parti présidentiel. Le mardi 30 septembre, Deo Bizibou a regagné le siège de l'UDPS sous l'escorte des cadres et militants qui étaient derrière lui pour se conformer aux directives de la haute autorité des référents du parti. Une réunion de près de 2h30 s'est tenue, à l'issue de laquelle une déclaration commune a été rendue publique, marquant officiellement la fin de la fronde interne. Les partis ont décidé de commun accord de se remettre ensemble et de tourner la page de leurs différends. Elles se sont engagées à observer strictement toutes les orientations de la haute autorité, notamment celles relatives à travailler loyalement pour la restauration de l'unité et de la fraternité entre tous les combattants et cadres du parti. A animé ce samedi 4 octobre 2025 au siège du parti une grande matinée politique de réconciliation. Cette réconciliation ouvre désormais la voie à la préparation du congrès extraordinaire de l'UDPS le 14 décembre prochain, étape cruciale pour adapter les textes du parti aux réalités actuelles et consolider son unité autour du président Félix Antoine Tshisekedi.
La réparation des victimes des conflits armés au centre de la 9e édition du Forum africain sur la justice transitionnelle, sous initiative du ministère des Droits humains et du FONAREV. Cette rencontre constitue un plaidoyer fort des autorités congolaises pour la reconnaissance de la mémoire des victimes des conflits armés dans l'Est de la RDC. Reportage. Des crimes qui laissent des cicatrices profondes à travers l'Afrique. Des milliers de victimes attendent encore que justice soit rendue et que leur mémoire soit reconnue. Ce forum, qui s'ouvre à Kinshasa dans sa 9e édition, organisé par l'Union africaine en collaboration avec le FONAREV et la CIAVAR, est une occasion pour diplomates, experts et acteurs africains de la société civile de réfléchir à la réparation des victimes, à la vérité et à la prévention des nouvelles violences. Il faut faire partir de solutions. Comment on peut résoudre ça? Représentant les chefs de l'État, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a lancé un message fort pour briser l'indifférence, rendre justice aux nombreuses victimes, notamment ceux de l'Est de la République démocratique du Congo. Le ministre des Droits humains, Samuel Bemba, a quant à lui annoncé le dépôt d'une proposition de loi pour intégrer la justice transitionnelle dans le système judiciaire congolais. Une avancée essentielle pour transformer la douleur en réparation concrète. Il s'agit du devoir de réparer l'irréparable, d'élever la mémoire des victimes à la hauteur de notre engagement politique et moral. Votre participation témoigne de l'importance que vous accordez à une Afrique qui choisit la vérité, la justice, la réconciliation et surtout la dignité pour les victimes. Placée sous le haut patronage du président Félix-Antoine Tshisekedi, cette 9e édition rappelle qu'aucune victime ne doit rester oubliée. Il n'y a jamais eu stigmatisation des populations rwandophones en RDC. Le premier vice-président du Sénat congolais parle d'un prétexte utilisé par Kigali pour justifier la présence de ses troupes sur le sol congolais et le pillage des ressources naturelles. José Kalalawa Kalala l'a dit du haut de la tribune de la 13e conférence annuelle des présidents des parlements africains qui se tient en Afrique du Sud. On l'écoute. À propos d'une prétendue stigmatisation et marginalisation des tribus rwandophones vivant au Congo-Kinshasa. Cette rhétorique ne tient plus la route depuis longtemps. En effet, les Tutsis sont présents aussi bien au Rwanda, en Ouganda et au Burundi. Mais comment donc expliquer que les voisins rwandais soient le seul pays à relever pareille situation et pas ces autres pays? Le Rwanda sait très bien que cet alibi est le seul moyen dont il dispose pour justifier sa présence prédatrice des ressources minières de l'Est de la République démocratique du Congo. Et le monde entier le sait, confère le rapport mapping des experts des Nations Unies. Le dialogue et la coopération entre parlementaires devraient favoriser la réduction des tensions interétatiques et faciliter l'établissement des relations de confiance entre les États africains. C'est le facteur important pour le développement du continent, conformément à l'agenda 2063, pour une Afrique intégrée, prospère et en paix, gérée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique dans l'arène internationale. Et à suivre dans un instant dans ce journal, après New York, où il a pris part à la 80e Assemblée générale de l'ONU, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a profité de son bref passage à Bruxelles pour célébrer un homme, un policier belge à la retraite. Félix Tshisekedi a décoré l'inspecteur Patrick Boenders au titre d'officier dans l'Ordre national héros nationaux Kabila Lumumba. Nous allons suivre dans un instant. Le ministre provincial des Finances du Haut-Ouélé a procédé ce mercredi au dépôt du rapport d'exécution du budget provincial pour le premier semestre de l'exercice 2025. C'est au nom du gouverneur Jean Bakomito que ce document a été remis à la Cour des comptes, marquant ainsi, selon les autorités provinciales, un jalon important dans le processus de transparence et de reddition de comptes dans la gestion des finances publiques. Anastasie Ndumbu et Nancy Poba.
La délégation de la province du Haut-Ouélé, conduite par son ministre provincial des Finances, Jacques Anzate Pendanga, s'est livrée premièrement au débat contradictoire avec les membres de la Chambre déconcentrée de Kisangani, supervisée par le président Innocent Bamoumé Kayoni, représentant du premier président Jimmy Mungangangwaka. Le débat a tourné autour des observations émises par la Cour des comptes dans son rapport provisoire sur le contrôle de l'exécution de l'édit numéro 024/01 du 31 décembre 2024 contenant le budget rectificatif de la province du Haut-Ouélé pour l'exercice 2024. Nous avons eu un débat qui était plutôt constructif avec le président et les autres membres de la Cour. Pour la plus grande observation, c'était le dépassement budgétaire pour certains camps, où nous notons aussi parfois l'Assemblée provinciale et les autres rubriques qui ont fait l'objet de dépassements. C'était une observation pertinente sur laquelle la Cour a beaucoup souligné. In fine, le ministre provincial des Finances a déposé au greffe de la Cour des comptes le rapport d'exécution au premier semestre du budget de la province pour l'exercice 2025. Soulignons que la province du Haut-Ouélé, chère au gouverneur Jean Bakomito Ngabou, fait partie des élèves modèles en matière de respect aux devoirs de redevabilité envers la Cour des comptes.